mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour accueillir cette première conversation autour de la thématique des rencontres Racines de Ciel 2024, à savoir la troublante familiarité entre la Corse et l'Italie. Quelques mots de présentation sur nos invités. Monseigneur, Éminence, François Bustillo, vous êtes originaire de Pampelune, en Pays basque espagnol. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 avant de cofonder le couvent de Saint-Bonaventure à Narbonne. Ancien supérieur provincial des franciscains conventuels, vous êtes nommé évêque d'Ajaccio par le pape François le 11 mai 2021, puis créé cardinal le 30 septembre 2023 à Rome devant plusieurs centaines de Corses venus spécialement pour l'occasion. Auteur de 4 ouvrages publiés depuis 2013, parmi lesquels en 2021, La vocation du prêtre face aux crises, la fidélité créatrice aux éditions Nouvelle Cité, vous avez participé en 2023 au premier tome d'une série d'entretiens menés par Nicolas Dia sur l'unité de l'Église. Ce livre, intitulé « Le cœur ne se divise pas », paru chez Fayard et préfacé par le pape François. Bonjour et merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité. Robert Colonnadi-Stria, bonjour. Vous avez été successivement consultant, inspecteur des monuments historiques, conseiller du président de l'Assemblée de Corse et directeur de l'Institut supérieur des affaires. Depuis votre premier essai intitulé « De la guerre économique », paru en 1990, votre bibliographie aborde tous les genres, de la biographie au récit de voyage et du roman intimiste à la fresque historique embrassant plusieurs siècles. En 2019, votre ouvrage intitulé « Une famille corse, 2000 ans d'histoire », paru chez Plomb et construit autour de votre généalogie familiale, reçoit le prix du livre corse. Journaliste, diplômé de l'Institut des sciences politiques, vous collaborez régulièrement à plusieurs revues. Après La Maison, un roman paru en 2023 chez Actes Sud et salué par la critique, vous venez de publier Femmes corse aux éditions Perrin. Giuseppe Pintus, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes docteur et chercheur en philosophie à l'université de Sassari, également directeur des éditions Iscibolette de Rome, consultant du Centro di Ricerche Filosofiche Letterarie e di Scienze Umane di Sassari, membre du Centre Emmanuel Levinas de l'Université Paris IV Sorbonne et traducteur du français à l'italien. Auteur et contributeur de nombreux ouvrages ou revues, vous êtes spécialisé en philosophie contemporaine italienne et française, ainsi qu'en éthique de la communication. Vous avez fondé en 2011 le festival littéraire Un'isola in Rete, basé à Castelsardo en Sardaigne et partenaire de Racines de Ciel. Merci à tous les trois, encore une fois. Alors, une petite question à tous les trois également pour amorcer cette conversation. Que vous évoque justement et spontanément cette idée de troublante familiarité entre la Corse et l'Italie? Éminence, peut-être? Déjà, quand on dit familiarité, on dit proximité, on dit lien. Donc il y a quelque chose de proche. Et en même temps, on dit troublante. Donc tout n'est pas automatique, facile, évident. Donc il y a des phases dans la familiarité, dans les liens, dans la relation, qui sont compliquées, complexes et difficiles. Donc je trouve qu'il est intéressant de creuser ces liens qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas simples, mais ils sont toujours des liens. Giuseppe? Bon, la première chose qui m'évoque ces termes, c'est la façon, un peu comme un oxymore, non? C'est une familiarité dans quelque chose dont on a l'habitude, quelque chose qui nous concerne, avec une provenance commune, comme une famille, bon. Mais les troublants, c'est quelque chose qui nous rattrape, qui nous oblige à sortir un peu de nous-mêmes, à se poser une question, à
se demander. Et ça, cette image un peu me rappelle l'un des philosophes que j'ai étudié, que c'est Emmanuel Levinas. Ils disent que les visages d'autrui, c'est toujours, même si on les connaît déjà, quelque chose de troublant qui nous oblige à nous poser un problème, à nous confronter à lui. Voilà, c'est cette première idée. Robert Colonnadi-Stria, s'il vous plaît. Voilà. Non, mais, ça, après, je vais regarder. Voilà. Moi, je suis déjà troublé par le titre de ces rencontres, Corse et Italie. Déjà troublé par une chose, c'est la notion d'Italie. Je suis un peu historien sur les bords, j'ai pas mal travaillé sur l'histoire, et l'Italie, jusqu'à 1860, n'a aucune existence politique. Jusqu'à 1860, l'Italie est une réalité culturelle, une réalité linguistique, une manière de vivre, une réalité géographique évidemment, et la Corse se trouve naturellement incluse dans cet ensemble italien, et que je préfère appeler d'ailleurs, pour éviter les confusions, un ensemble italique. Je réserve l'adjectif italien à ce qui se réfère à l'unité politique italienne qui apparaît à partir de 1860. Mais jusqu'à 1860, la Corse est naturellement un des éléments de cet ensemble géographique incroyablement compliqué sur le plan politique qu'est la péninsule italique et les îles périphériques, c'est-à-dire la Sicile, la Sardaigne et donc la Corse. C'est un ensemble qui est renforcé, c'est un ensemble géographique, qui est renforcé par une notion politique très forte, qui est le souvenir de l'Empire romain. C'est-à-dire que tous ces pays ont tous appartenu à l'Empire romain. Et tout le monde, consciemment ou inconsciemment, en garde le souvenir. Et un souvenir très concret qui se trouve dans les langues parlées sur tous ces territoires. Et nous parlons tous, que ce soit dans la péninsule ibérique, mais surtout en Italie, pour ce qui nous concerne, nous parlons tous une langue qui est dérivée du latin, avec des points très... Parfois, ces dialectes sont très proches, parfois un peu plus différents. Et en Italie, c'était si compliqué, tous ces dialectes, toute cette langue qui s'était divisée en une multitude de petits parlers, qu'à un moment donné, au XIVe siècle, on dit il va falloir décider, et on va choisir une langue commune à tout l'ensemble italien, et ça va être le toscan. Ça va être le toscan parce qu'à un moment donné, sur le plan économique, les Toscans étaient un peu plus puissants que les voisins, et surtout, ils avaient eu sous la main un grand poète, Dante, qui avait écrit en toscan, et donc on parlera de l'italien en disant que c'est la langue de Dante. Et la Corse se trouve incluse dans cette mesure, c'est-à-dire qu'à partir du XIVe siècle, il y a une langue officielle qui est le toscan. Et le Dio vi salve Regina, par exemple, qui est écrit à la fin du XVIIe siècle, n'est pas du tout écrit en corse, il est écrit en toscan. Et quand aujourd'hui un certain nombre d'amis de la chevrotine ou des bombages veulent transformer les noms de lieux en pensant marquer une opposition aux Français, ils s'opposent en réalité à des graphies et à des désignations qui sont toscanes, qui sont italiennes. Les communes qui ont porté des noms français, il n'y en a presque pas, il y a Saint-Florent, San Firenze, et l'île Rousse, qui a d'ailleurs été mal traduit parce que ça devrait être, l'Isola Rossa, ça devrait être une île rouge, non pas rousse. Donc la Corse appartient indiscutablement à l'ensemble culturel italien. Ce n'est pas réfutable, c'est un élément absolument certain et qui crée cette familiarité. Alors, à partir de 1860, les choses changent. Je vais un peu vite sur la chronologie. À partir de 1860, les choses changent parce que apparaît l'unité italienne. Et apparaît l'unité italienne au moment où la Corse est bien amarrée à l'ensemble français. Bien amarrée à l'ensemble français pour diverses raisons, parce qu'il y a eu Napoléon qui est devenu chef de l'État, parce qu'il y a eu son petit-neveu qui est devenu président de la République, parce qu'un tas de Corses ont fait de très belles carrières dans l'administration ou dans les armées françaises, parce que l'enseignement du français est parfaitement généralisé en Corse. Vous savez, le journal officiel en Corse est publié en français et en italien, je crois, jusqu'en 1832. Et à partir de 1832, on ne dit c'est plus la peine de publier les textes en italien parce que tout le monde comprend très bien le français. Et donc la Corse est complètement intégrée dans ce monde français, elle est intégrée dans le bain culturel français et intégrée dans l'ensemble politique français. Et au moment où se fait l'unité italienne, on voit ça vraiment depuis la Corse. On voit ces événements qui constituent l'unité italienne de l'extérieur.
Ce n'est pas quelque chose qui nous concerne. Même si de façon assez amusante, Garibaldi va venir prendre pied à Porto Vecchio pour construire sa maison de Cabrères, et ce sont des entrepreneurs de Porto Vecchio qui vont lui donner un petit coup de main pour réaliser ces travaux. Enfin, c'est un apport vraiment insignifiant à l'unité italienne. Et quand l'unité italienne se fait, la Corse est complètement exclue de ce projet politique. Au point qu'un certain nombre d'hommes politiques italiens vont dire « Oh là là, l'unité italienne est en train de se faire, mais il y a un certain nombre de territoires qui sont culturellement italiens et qui sont en dehors du coup. » Alors ces territoires, c'était la Savoie, les 2 départements français de la Savoie, c'était le comté de Nice, qui appartenu non pas à l'Italie, qui n'a jamais été italien, mais culturellement italien comme la Corse, mais qui était rattaché au royaume de Piémont, et la Corse, pour parler des pays occidentaux, parce qu'il y avait également la ville de Trieste, et il y avait un certain nombre de localités du côté de la Vénétie. Et ces gens-là vont dire, oh là là, tous ces territoires sont des territoires irredente. Irredente, c'est un mot très difficilement traduisible en français, ça veut dire les territoires qui n'ont pas encore fait leur rédemption. Ce serait le mot le plus proche que l'on pourrait trouver pour imaginer, pour traduire ce terme. Tous ces territoires n'ont pas encore fait leur rédemption, il faut absolument les faire entrer dans la grande patrie italienne. Alors, un certain nombre de gens vont un peu s'exciter autour de 1870, puis l'idée va un peu s'affaisser et être reprise ensuite par les fascistes, par Mussolini, dans les années 1920, et s'accompagner d'un très gros effort pour essayer de convaincre l'opinion public corse, pour essayer de faire en sorte que tous les Corses, les jeunes, les vieux, etc., adhèrent au projet italien et demandent leur attachement à la nation, à la grande nation italienne. Et en particulier, Mussolini va mettre en place un système de bourse pour les étudiants. Et il va payer très généreusement les études des étudiants qui voudraient aller étudier en Italie. En 20 ans, il a convaincu une demi-douzaine de Corses. C'est-à-dire que l'idée italienne, et surtout l'idée fasciste, n'intéressait pas du tout les jeunes Corses. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ils n'étaient pas si malheureux sous le système français, et parce qu'ensuite, ils avaient de l'Italie une image qui était plutôt péjorative. À la fin du XIXe siècle, je vous rappelle ces appellations un peu méprisantes que l'on avait à l'égard des travailleurs italiens, qu'on appelait les lucchesi. Ils étaient comme s'ils arrivaient tous de la ville de Lucques. Et ces gens-là, c'était, je ne dis pas, les lucchesi, j'allais dire un mot très vulgaire, qui désigne par exemple les Arabes, mais les bougnouls, c'était une appellation aussi péjorative que ça, quoi. Et donc l'image stupide que les Corses avions de l'Italie à cette époque-là, c'était une image extrêmement défavorable, et personne n'aurait imaginé adhérer à ce projet. Alors aujourd'hui, on se trouve, je crois que ces problèmes de nationalité sont un peu réglés, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de membres du personnel politique italien pour revendiquer la propriété de la Corse, ou parmi le personnel politique corse, beaucoup de gens qui souhaitent leur attachement à l'Italie. Mais cette familiarité vient du fait qu'indiscutablement, on est dans le bain italique et qu'en même temps, on en est un peu exclu. Et qu'en même temps, on est un petit peu exclu, on est un petit peu en dehors du coup. Voilà, j'ai beaucoup parlé, excusez-moi. Mais je pense que, je disais tout à l'heure à Sandra, moi je reprends encore la parole, qu'en Italie, il y a un phénomène très très curieux qui concrétise, qui illustre cette double dimension culturelle et politique. En France, il y a un panthéon dans lequel on met les grands hommes et les grandes femmes. Et on les met tous. On met les scientifiques, on met les politiques, les militaires, les poètes, tout ce qu'on voudra, etc. On les met tous ensemble. En Italie, ils en ont 2 panthéons. Ils ont un panthéon pour les gloires culturelles, la basilique de Santa Croce à Florence, et ils ont un panthéon pour les hommes politiques. C'est-à-dire que, même dans l'ensemble politique italien, cette double dimension culturelle et politique est toujours présente. Merci Robert Colonna-Distria pour ce rappel historique. Alors justement, nous l'avons vu avec vous, cette proximité, cette familiarité a été façonnée à la fois par la géographie, par l'histoire et par la culture. Mais vous avez également rappelé que l'Italie a été unifiée très tardivement et les liens historiques avec la Corse, ou tout du moins entre la Corse et des parties de cette Italie ensuite réunifiée, se sont passés au moment où l'Italie était en fait un ensemble disparate. Donc c'est aux philosophes que je m'adresse. Comment peut-on, donc Giuseppe, comment peut-on projeter une idée de familiarité
avec un ensemble qui lui-même ne se ressent pas comme une véritable unité ou s'est ressenti tardivement comme une unité? Bon, la question, c'est vraiment très philosophique. Donc, on pourrait dire ça. Quand on se demande qui est quelqu'un, quand on se demande qu'est-ce que c'est l'Italie, c'est un peu étrange parce que si on se demande qu'est-ce que c'est, on s'adresse à un objet, normalement. Cette table-là, qu'est-ce que c'est? Bon, des Grecs anciens nous auraient dit c'est une unité de matière et de forme. Et c'est singulier parce que c'est cette table-là et pas une autre. Bon. Si on s'adresse à une personne, à quelqu'un, c'est pas si simple de dire qui est. C'est pas si simple de définir l'identité. C'est une unité, c'est une unicité, oui, bien. Mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on pourrait dire par exemple qu'on a dans la personne quelque chose qui reste, qui réside. Par exemple, quand j'essaie d'expliquer les termes d'identité dans les cours universitaires, je demande toujours, quand vous aviez 2 ans, vous étiez la même personne que vous êtes aujourd'hui? Tout le monde me répond, bon, je ne sais pas. Et il faut dire oui et non. Il faut dire les deux. Sur un plan effectif, je suis changé. Je ne suis plus la même personne que quand j'avais 12 ans. J'ai 40 ans maintenant. Mes élèves ont 20 ans. Mais ce sont déjà très différents. Il sont passés plusieurs choses. Mais on ne peut pas dire que c'était lui, que moi, à 12 ans, c'était lui. C'était moi quand même, ce n'était pas une autre personne. Donc, on a une définition médiévale très intéressante qui dit que l'identité, c'est qui a sa nature en soi-même, pas ailleurs. Et donc, qu'est-ce que fait partie? Qu'est-ce que moi, je suis qui? Bon, je suis l'unité de mon histoire, des rencontres que j'ai faites, de ce qui m'est passé, de ce qui m'est advenu et tout ça. Si on enlarge encore et on se réfère à des collectivités de personnes, bon, un État, un peuple, une nation sont déjà tous des termes différents, mais je ne rentre pas là. Il faut tenir compte de tout ça, de l'évolution historique qui vient d'être rappelée, mais surtout d'une idée très complexe. Voilà. Et donc, il faut qu'il y en ait quelque chose de commun qui relie toute l'histoire, mais il faut aussi garder les différences. Et ça, en Italie, c'est frappant. Si quelqu'un, quand je suis à l'étranger, bon, quand j'étudie à Paris, quelqu'un me demandait, tu es italien? Parce qu'ils entendaient que je n'étais pas français, évidemment. Et je disais, oui, mais je suis sarde. Bon, donc c'était comme une façon de préciser. Je ne peux pas dire que je ne suis pas italien, c'est pas ça. Mais si je pose cette question-là à quelqu'un qui est de la Toscane, il me dira oui, je suis italien, mais je suis toscan. Aussi, je suis de Florence encore. Ça fait quelques jours, je lisais le cante 5e de Dante à une journée à Marica, près d'ici, pour la première jour de Racine des Ciels. Et une amie qui est Benedetta Centoval, que je crois qui est dans la salle, m'a dit, bon, c'est pas du Dante, c'est un Dante sarde. Parce qu'elle entend mon accent très fort. Et là, donc, mais là, c'est la chose intéressante, en effet. On a l'habitude en Italie à voir cette différence comme quelque chose de très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les accents. Quand je vais à Naples, j'aime entendre cet accent-là. Quand je vais à Rome, c'est ça. En Toscane, c'est ça. Milan, oui, un peu moins, c'est un peu différent. Mais j'aime cette idée-là. Et donc, l'Italie, c'est un peu tout ça. Et peut-être aussi pour ça, elle n'a pas trop de problèmes avec les différences. Ça vient un peu de son histoire et restera dans son identité. Alors justement, parmi ces points de convergence que l'on pourrait trouver entre les deux territoires, il y en a un qui s'impose immédiatement à l'esprit, c'est bien sûr l'importance, l'empreinte du christianisme et surtout du catholicisme romain en Corse et évidemment en Italie, même si on peut nuancer par rapport à l'ensemble italien dans l'histoire et selon les régions justement.
Éminence, vous avez découvert l'Italie très jeune, à 17 ans, à Padoue. C'est ce que vous racontez dans le livre dont j'ai parlé précédemment. Vous êtes arrivé à 23 ans en France, où, écrivez-vous dans ce livre, la déchristianisation vous a beaucoup frappé. Qu'est-ce qui vous a marqué ou interpellé à votre arrivée en Corse? Vous l'avez dit, effectivement, j'ai vécu. Je suis originaire du Pays basque espagnol, très typé catholique. J'étudie à Padoue, en Italie, c'est très typé catholique aussi. J'arrive, je fais mes études à Toulouse, c'était moyen. J'arrive à Narbonne, pratique 1% de pratique religieuse. Bon, cela ne suffit pas qu'il n'y a que des païens à l'extérieur, mais il y avait une distance par rapport à la spiritualité et à la religion. Quand j'ai fini mon séjour et ma mission à Narbonne, dans l'Aude, on m'a envoyé à Lourdes. Là aussi, c'est très typé catholique. Là encore. Et après, le pape me nomme en Corse. Je ne connaissais pas du tout. J'avais une connaissance un peu primaire. L'île de beauté, les plages, la mer, la montagne, bon, la gastronomie, donc c'était pas très mystique. Et en arrivant ici, ce qui m'a frappé, c'est les liens culturels, sereins et pacifiés avec la religion. On n'avait pas à combattre, expliquer, défendre, dire, ne pas dire. Il y a une sérénité, je dirais, elle est naturelle. Elle est liée à l'histoire. Et je me suis rendu compte quand même de la place, ne serait-ce que par l'art, l'architecture. La première fois que j'ai fait le tour, pendant 3 mois, j'ai fait le tour de Corse pour découvrir un peu les lieux. Dans la Haute-Corse, j'étais frappé par certains clochers. Il y avait une disproportion énorme entre le village, qui était petit, l'église impressionnante et le clocher alors impressionnant. Donc on voyait quand même qu'il y avait des racines puissantes liées à la tradition religieuse. Parce qu'effectivement, l'église n'est pas juste un édifice pour marquer la puissance d'un village, mais c'est un lieu de rassemblement. Alors ce qui m'a frappé, c'est effectivement ce lien serein. Parce que je me suis dit, en plus évêque, peut-être tu dois expliquer, justifier, défendre, tu dois porter l'enseignement catholique. Et finalement, il y avait quelque chose d'absolument serein et je dirais même adopté. Et là, quand j'ai visité la canonique, quand j'ai fait les tours des traces anciennes, mais là on voit que les racines chrétiennes sont profondes. Et alors on vit aujourd'hui, bon en plus petit détail, quand le pape m'a fait cardinal, donc il y a 9 mois, donc je suis un bébé encore, un bébé cardinal, hein, donc un baby cardinal, comme disait quelqu'un. Finalement, ces liens entre l'histoire, le passé et la sérénité, plus le fait d'être cardinal, donc j'ai une paroisse à Rome et je suis évêque de Corse, tous ces liens me font penser quand même que nous avons quelque chose, une aventure belle à vivre. Et moi je dirais même, je l'ai dit sur le continent, je pense que nous avons quelque chose d'unique à exporter. D'un point de vue culturel, d'un point de vue cultuel et d'un point de vue historique. Nous pouvons exporter une vie. C'est pour ça que parfois on m'a critiqué, bon c'est légitime, je ne suis pas Dieu, donc on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi. Je suis un homme profondément humain. Je trouvais intéressant et j'ai parlé de laïcité intelligente à la Corse. Si je puis me permettre, et justement c'est pour approfondir ce que vous venez de dire, vous expliquez dans ce livre que vous avez des échanges réguliers avec la classe politique de tous bords confondus, hein, et vous écrivez notamment, pour moi, la laïcité se définit comme la capacité de dialoguer chacun à sa place. Alors quand on parle de laïcité, nous avons une laïcité à la française, où il y a une forme presque anticléricale. Mais quand on regarde la laïcité à l'italienne, elle est laïcité aussi, mais elle est plus pacifiée. Quand je parle de laïcité, et quand je dis que je parle avec les autorités civiles, je crois qu'en des périodes troubles comme la nôtre, il est important que ceux qui ont des responsabilités,
politiques, culturelles, associatives, sportives, religieuses puissent parler entre eux. Dans les moments de crise, il faut avoir la maturité sociale, relationnelle, intellectuelle d'échanger et de parler. Alors, quand j'étais dans l'Aude, une terre typée à gauche et assez, voilà, comme je vous ai dit, assez loin de la foi, j'avais de très belles rencontres avec les élus. Ça se faisait dans la discrétion. Ici, j'ai des rencontres aussi avec les élus. Et le but, parce que pour moi la laïcité elle est cruciale, hein. La laïcité est laïcité. Je n'évacue pas le mot laïcité. Elle est nécessaire, la laïcité. Parce que sinon, on serait, voilà, je suis le copain du député, et donc on rentre dans une logique de pouvoir et d'élitisme. Par contre, pour moi, la laïcité mature, adulte, intelligente, c'est quand on a la capacité de dialoguer chacun à sa place. On n'est pas dans la fusion, on est dans l'identité, et vous l'avez très bien défini, où chacun a une vocation et une mission, on est différents, l'évêque et l'évêque, le député et le député, le maire et le maire, et le président de la collectivité et le président de la collectivité. Donc nous sommes différents, nous avons des tâches et des missions différentes, mais nous avons la capacité de dialoguer dans la différence, sans vouloir dominer consciemment ou inconsciemment l'autre ou la mentalité de l'autre. Tout dans le respect, parce que le but final de la laïcité, qu'on soit prêtre, évêque, député ou maire, c'est les biens des citoyens. Pour moi, la laïcité me renvoie toujours au but final, c'est les biens des citoyens. Alors, oui, bien sûr. Venir vous ennuyer encore un peu avec des considérations historiques qui expliquent un petit peu vos propos. On se trouve ici en Corse, comme dans une grande partie de l'Italie, dans des terres qui ont une histoire par rapport à la religion, qui ont une histoire très particulière. La Corse a été donnée au pape au 8e siècle, et depuis le 8e siècle, la Corse est un territoire pontifical, propriété du pape. Une propriété un petit peu théorique, parce que le pape n'avait pas les moyens, n'a jamais eu les moyens d'administrer ce territoire et a toujours confié l'administration à une puissance tierce. Alors, ça a d'abord été l'évêché de Pise, l'archevêché de Pise, et puis Pise s'est fait battre par une autre république, et la République de Gênes. Et là, le pape était très ennuyé parce qu'il était en train de voir l'empereur d'Allemagne prendre beaucoup d'influence dans la péninsule italienne, d'autant que les Français s'étaient fait chasser de Naples. Et le pape prend une décision très importante à la fin du XIIIe siècle. Il confie l'administration de la Corse au royaume d'Aragon. Et c'est comme ça que pendant 200 ans, on a théoriquement été aragonais. Et là encore, après ça, les Aragonais cessent de s'intéresser à la Corse, Gênes les remplace, etc. Mais depuis le 8e siècle, la Corse est un territoire qui est exclusivement, qui est pontifical et qui est exclusivement catholique. Et en particulier, c'est un pays qui n'a pas connu la Réforme. Et ça, je pense que c'est très important et c'est un point commun, je pense, avec l'essentiel de l'Italie. Jean Delumeau, l'historien, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait fait un ouvrage magistral sur l'histoire de la peur en Occident, s'était intéressé aux peurs qui traversaient la société, qui avaient traversé les sociétés occidentales depuis je crois, je ne me rappelle plus exactement, enfin 14e, 15e siècle, peu importe, jusqu'au 18e siècle, enfin, etc. Et il a montré des terreurs métaphysiques. Des gens étaient terrorisés par l'idée que le voisin allait venir prendre les enfants, les brûler, ou etc., ou mettre en péril leur sécurité. Et ça, dans toute l'Europe, sauf un pays, c'était l'Italie. Parce que les gens étaient très sûrs d'eux. Ils étaient tous catholiques, parfaitement confiants dans le fait que le catholicisme leur apportait une certaine sécurité. Ils n'avaient jamais été embêtés par aucune perturbation religieuse d'aucune sorte. Et ces gens-là n'avaient aucun de ces comportements aberrants. En particulier, on ne trouvait en Italie, pendant tous ces siècles que j'évoque, aucun antisémitisme. Alors que ça a été un phénomène qui a marqué honteusement toute l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est vraiment un point commun entre
et un élément qui explique, je pense, la familiarité entre la Corse et l'Italie. C'est le fait que nous sommes des terres catholiques. Alors on n'est pas les seuls, mais évidemment. Mais le fait que le catholicisme, c'est voilà, c'est aussi, on remet, on sait que l'Église est au milieu du village, quoi. Enfin voilà, et ça ne pose de problème à personne. Et effectivement, bon, il y a des gens qui sont plus ou moins croyants, plus ou moins pratiquants, plus ou moins tout ce qu'on voudra, mais il n'y a pas de remise en question fondamentale et pas d'attitude haineuse par rapport à la pratique religieuse. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui vraiment nous unit, quoi. Alors, Robert Colonna d'Istria, vous venez d'évoquer les États pontificaux. Justement, éminence pour recentrer notre débat sur l'Italie, la Corse et ses liens. Est-ce que la façon dont vous exercez votre ministère en Corse a influencé quelque part cette conception d'église locale et d'église universelle ou le rapport avec Rome que vous entretenez régulièrement? Je crois qu'il est important dans la vie des pasteurs, un homme d'église, pas un homme politique, au sens moderne du terme. C'est un homme qui doit veiller sur un territoire, sur l'animation, au sens étymologique du terme, d'un territoire, donc animer, voilà, faire circuler la vie, en fait, hein, donner une âme. Donc un pasteur doit veiller à faire vivre un territoire où il a une responsabilité. Je le disais à quelqu'un, quand on porte une bague, c'est pas un bijou, c'est pas pour, voilà, c'est un lien, c'est un lien. C'est un lien avec un peuple, avec un territoire et avec une responsabilité. Donc, quand on est évêque comme moi et cardinal, on a d'un côté la responsabilité d'accompagner, d'aimer le peuple qui nous a été confié, et de l'autre côté, on doit s'ouvrir, non pas qu'avant on était fermé, mais on doit être plus attentif et vigilant au côté universel. Et Rome, quand on parle de Rome, voilà, j'étais il y a 15 jours, voilà, très vite, on voit la catholicité de l'Église, avec des cardinaux qui venaient du Brésil, des États-Unis, des Philippines, d'Afrique. Voilà, on voit très vite cette catholicité. Je crois que nous devons, en tout cas moi, c'est sportif, mais il est important de le faire, de naviguer entre le côté local, ma première responsabilité, et le côté universel, parce que, en tant que cardinal, il faut porter aussi une bonne parole, si possible, pour unifier et pour pacifier d'autres territoires. De temps en temps, le pape me demande une mission ponctuelle. C'était il n'y a pas longtemps, j'étais en Afrique. Voilà, c'est pour justement travailler autour de l'unité et pour pouvoir apporter un regard plus catholique, parce que parfois dans certains lieux, le côté local peut être un peu pollué et enfermé. Et donc on l'a vu, je l'ai vu quand j'ai vécu ma mission en Afrique. Et là, il faut élargir, faire tomber les frontières, élargir les esprits. Alors, il y a une notion lorsque l'on évoque la familiarité, la proximité entre la Corse et l'Italie dont on parle rarement, c'est peut-être l'asymétrie, en un seul mot, de cette relation. Si en Corse on fait régulièrement référence à la sphère culturelle italienne, ce sentiment ne semble pas être réciproque ou partagé. Les Italiens connaissent peu la Corse. Est-ce que l'un d'entre vous, peut-être Giuseppe, est sur cette idée, sur cette place dans les imaginaires en fait, parce qu'il s'agit de cela? Mais je serai rapide parce que peut-être oui qu'en Italie, quand on parle de la Corse, on n'a pas trop bien l'idée de quoi il s'agit. Moi, je suis né en Sardaigne, donc pour moi, c'est beaucoup plus familier parce que c'est devant chez moi. Je vois la Corse de chez moi. J'habite à Castelsardo, donc voilà, c'est simple. Je me suis toujours interrogé dès la première fois que je suis arrivé en Corse. La première fois pour vacances, la deuxième c'était déjà sur invitation de Michel. J'ai trouvé quelque chose de très commun. Soit dans la langue, qui est très proche de la langue de ma maman, du dialecte de ma maman, soit dans la façon d'accueillir, que j'ai trouvé chaleureuse, un sens de l'hospitalité.
bien évident, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Et sur l'idée de la asymétrie, oui, c'est vrai, mais j'évoquais avant un philosophe, c'est toujours Emmanuel Levinas, il pense qu'en général les relations doivent être asymétriques si on veut gagner quelque chose. Et donc, il propose une éthique de la symétrie. C'est contre tous les autres philosophes de la même période, du XXe siècle, mais il propose ça. Et donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à se faire découvrir. Et après, bon, il faut aussi c'est un peu un problème si on ne sait pas ce qu'il y en a dans la mer sur laquelle on est devant. Bon. Donc, oui, on a ça, mais il faut un peu y travailler, mais je crois aussi qu'il peut être quelque chose à découvrir. Robert Colonna-Distre, il y a sur ce point, d'abord votre ressenti personnel par rapport à... Oui, c'est évident qu'il y a une relation asymétrique, mais c'est la relation qui existe entre la périphérie et le centre, entre n'importe quel centre et n'importe quelle périphérie. Lorsque de Corse nous regardons l'Italie, on regarde un grand ensemble de plusieurs dizaines de millions d'habitants, qui a une capitale, Rome, qui est en plus la capitale du monde catholique. Bon, tout ça, c'est un phare, ça nous éclaire. Et puis on va à Rome, et là on se trouve dans le tambour d'une grande machine à laver, d'une grande capitale, et on s'aperçoit que tout ce qui est périphérique est tout petit, et on a du mal à le distinguer au milieu de tout le reste. Donc ça ne me paraît pas... anormal. Effectivement, je pense que beaucoup d'Italiens regardent la Corse comme nous regardons, je ne sais pas, les Baléares. Les Baléares, qu'est-ce qu'on en sait? On sait que ça existe, on sait qu'il y a de jolies plages, qu'il y a des boîtes de nuit, des touristes, on sait vaguement où c'est, on ne sait pas trop comment il faut faire pour y aller. Voilà. Et beaucoup d'Italiens voient la Corse comme étant ce que vous nous en disiez tout à l'heure, une montagne, des plages, la mer, voilà, c'est peu de choses. La question plus précisément est, est-ce qu'ils identifient immédiatement de leur côté cette familiarité qui nous semble évidente, qui paraît évidente aux Corses? Est-ce que les Italiens l'identifient ainsi? Je pense que les Italiens perçoivent, je parle là sous l'autorité de mon voisin, perçoivent la Corse comme italienne pour ceux qui la connaissent, ceux qui y sont venus. Ils voient bien que c'est peu différent, que c'est très proche, et a fortiori des insulaires, les Sardes ou les Siciliens. Mais un habitant de Milan, un habitant de Venise, un habitant de Mantoue, il ne connaît pas bien la Corse, il ne sait pas ce que c'est. Et pour lui, c'est un territoire français. Donc c'est un petit peu en dehors des frontières. Et à propos de cette familiarité, je voudrais insister parce que c'est quand même important parmi tout ce qui nous constitue. On a parlé beaucoup d'histoire, de religion, mais il y a une donnée géographique très forte, c'est évidemment en Corse, c'est l'insularité. Et il est vrai que nous avons en Corse des proximités culturelles très grandes avec les grandes îles italiennes, la Sicile, la Sardaigne. Et puisqu'on parle de rencontres littéraires, enfin, ce sont des rencontres littéraires qui nous réunissent, il est évident que les productions littéraires de Sardaigne et de Sicile sont très troublantes. Effectivement, pour reprendre le titre de ces rencontres, sont très troublantes parce qu'on a souvent l'impression que c'est notre vie qui y est racontée. Lorsque le Guépard évoque une société, alors il faut introduire des petits correctifs, évidemment, entre les sociétés de la Sicile et la société de la Corse. Mais lorsque Leonardo Sciascia évoque la vie d'une petite ville sicilienne, mais on a vraiment l'impression d'être en Corse dans ce qui est évoqué. Lorsque le sarde Salvatore Sata évoque Nuoro, on a vraiment l'impression qu'il décrit une ville corse, même s'il n'y a pas de ville de la dimension de celle de Nuoro, peu importe. Mais dans la perception du monde, dans les relations entre les gens, dans les relations avec la nature, c'est très troublant. C'est vraiment très troublant parce qu'on a l'impression que ces écrivains, je parle là d'écrivains qu'on peut ranger désormais dans la catégorie des classiques, et des gens qui ont tenu à évoquer des pays avant leur extrême modernisation, avant leur standardisation et leur banalisation. Un petit peu comme si on avait parlé de la Corse devant la guerre de 14 ou même devant la guerre de 40. Et je trouve qu'il y a là effectivement une familiarité très troublante. Et
Et alors d'où vient cette identité? Ça, alors je renvoie ça aux philosophes. Qu'est-ce qui fonde l'identité? Qu'est-ce qui fonde ce sentiment de se dire à un moment donné, ici, je suis chez moi. Ici, je ne suis pas dépaysé. Ici, je reconnais. Ici, je me sens bien. Je ne suis pas un touriste. Je ne suis pas un étranger. Tout ça, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et passionnant. Parmi les vecteurs de cette familiarité, et Giuseppe Pintus l'a évoqué, il y a évidemment la proximité linguistique. Et dans le livre auquel vous avez participé, Éminence, vous dites les chants traditionnels en langue corse structurent l'âme de l'île. L'évêque exerce aussi son ministère d'enseignement en respectant ses rites ancestraux. Je dois féliciter le peuple qui maintient ses traditions. Sur la langue, justement. Justement, sur la langue, c'est la culture, c'est la manière de communiquer. Vous savez, il y a ce passage que j'aime beaucoup dans l'évangile de Marc, où il y a un sourd muet. Jésus le guérit et il touche sa langue. Et alors on nous dit, la langue se délia. C'est-à-dire, c'est la capacité de favoriser ou de réparer, je dirais, la communication par l'écoute et par la parole. Quand on a une langue, quand un peuple a une langue, c'est une bénédiction, c'est une richesse. Une langue, c'est toujours une bénédiction. Alors l'Église a perpétué, et elle a eu raison. Si je regarde un peu, je disais à quelqu'un tout à l'heure, au fond de la salle, quand les franciscains sont arrivés en Chine ou en Amérique, très vite, bon je prêche pour ma paroisse, vous me pardonnerez, mais très vite, ils ont traduit les textes dans la langue locale pour que le message puisse être, pour que le contenu et la forme puissent se retrouver. Donc il est important, et en tout cas pour moi, d'écouter, quand j'étais ordonné évêque ici il y a 3 ans, donc ils ont chanté. Et moi je me suis dit, mais c'est merveilleux d'écouter, dans une langue ancestrale, et les chanter. Elle véhicule l'histoire d'un peuple. Il y a des valeurs. Il y a une spiritualité, il y a une âme. Et donc je trouve ça intéressant, je trouve aussi très riche pour une culture, pour une île comme la nôtre, de conserver les traditions, de conserver et de perpétuer les rites de nos ancêtres. J'étais à Patrimoine l'autre jour, là encore il y a eu des rites particuliers. Donc dans chaque micro-région de Corse, il y a des rites particuliers. J'étais à la messe ce matin, on a chanté une formule de la messe d'une manière différente, celle qu'on chante à Porto Vecchio ou à Vico. Donc il y a une tradition très différente, c'est une richesse pour notre île. Robert Colonnadis, il y a peut-être une réflexion sur en Corse, de facto, l'importance de 3 langues, la langue italienne, même si maintenant elle n'est plus la langue corse, et la langue française. Oui, évidemment, c'est une grande richesse. Tout à l'heure, au nombre des points communs que nous avons entre l'Italie et la Corse, j'ai oublié une chose essentielle. Je ne sais pas du tout pour vous casser l'encensoir sur la tête, Éminence, mais une chose essentielle, ce sont les franciscains. Ce sont les franciscains qui ont fait la culture religieuse de la Corse. Et alors, quand un franciscain a été nommé évêque de Corse, c'est vraiment un retour aux sources, quoi. Hein. Et alors, on les aimait beaucoup, les franciscains, pour diverses raisons, mais notamment parce que, ça ne va pas vous plaire, parce que ils échappaient un petit peu à l'autorité de l'évêque. Et nous, on les aimait beaucoup parce qu'on pouvait s'arranger avec eux, alors que l'évêque était toujours un peu strict. Voilà. Donc, justement, le propre des franciscains, c'est la liberté. Comme les dominicains. On est né au XIIIe siècle, à une époque où il y a beaucoup de changements, et ces nouveaux religieux, ils étaient préparés intellectuellement, audacieux dans la vie relationnelle, et donc ils échappaient un peu aux évêques, à l'autorité épiscopale, mais ils avaient le soutien du pape. Donc il y avait cette articulation qui n'était pas encore très ajustée, parce que le pape les envoyait, mais les évêques n'étaient pas contents. oui, oui. Alors donc il a fallu quelques siècles pour ajuster l'autorité épiscopale et l'autorité papale. C'est pour ça qu'on les aimait beaucoup et qu'on en faisait venir tant qu'on pouvait, quoi. Alors, il me semble que, à l'issue de cette conversation, le trouble demeure et qu'en fait, la question
ne peut pas être tranchée immédiatement, ou en tout cas de façon un peu abrupte. C'est d'ailleurs ce qui va être développé dans les entretiens qui vont suivre pendant cette édition de Racines de ciel. Nous pourrions en discuter encore pendant des heures, mais peut-être pourrions-nous laisser un temps d'intervention et de questions à la salle. Merci infiniment à tous les trois.